Je pense, c'est bon, je voulais qu'on passe 15, donc on est à 16. On va y aller. Allez, je te passe la main tout de suite. Oups, je fais une bêtise. Hop, je te passe la main sur le partage. Tu peux y aller. Ok. Donc pour ceux qui se sont inscrits, hein, si vous êtes présent ici, c'est que vous avez donné votre email et c'est super sympa parce que grâce à ça, vous vous êtes offert le replay aussi de cette intervention. Donc ça devrait le faire. Je te laisse la main, Pauline, pardon, je te laissais te préparer. Ouais, super. Juste, j'ai l'impression. Attends, ça me demande une manip pas prévue. Si tu as une manip pas prévue, je peux m'en occuper, je peux mettre le slide hein, si tu veux. Ça a l'air bon. Attends, normalement, c'est bon. Hop. Pour nos prochains Voilà. webinaires, Est-ce que j'ai tu fait des me tests, vois? on aura de la musique. Ouais, génial, on va super bien. Oh. On On aura de la voit? musique Ok, d'entrée sur parfait. les prochains. J'ai commencé à faire des tests. Bienvenue à tous ceux qui sont là. On est parti, je te laisse la main. Ok, super. Ben, merci beaucoup en tout cas à Mohamed et Marie pour l'accueil. Je suis ravie d'être en partenariat avec YCube et de présenter cet atelier avec vous. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Donc on s'est dit soit en commentaire, soit à m'interrompre si c'est pas trop souvent bien sûr pour que je puisse vous répondre. Le but aujourd'hui, c'est de dégrossir en fait ce que c'est que le financement public. C'est un levier de financement qui est très intéressant à activer. On n'y pense pas toujours, on ne l'anticipe pas assez en général. Et puis surtout, c'est très complexe. Alors, ce n'est pas complexe forcément dans sa mécanique, mais c'est compliqué parce que les organisations publiques qui les accordent ne sont pas très organisées pour bien communiquer ni faciliter les candidatures et la compréhension de ces dispositifs. Donc, du coup, c'est aussi pour ça que des cabinets comme 3i Financement, dont je fais partie, et je vous expliquerai après qui en est, existent. C'est pour accompagner justement à détecter le bon dispositif au bon moment. Donc, au bon moment, ça veut dire à la bonne phase de maturation de son projet. Et puis ensuite, de prendre en charge toute la rédaction du dossier parce que là encore, les organisations publiques, elles ne font pas exprès, mais les dossiers sont assez chronophages. Donc, ce n'est pas encore très compliqué, mais c'est très preneur de temps, gourmand en temps. Donc, nous, on est là pour faciliter tout ça. Donc aujourd'hui, on va vraiment faire le b.a.-ba du financement public, essayer d'y voir un petit peu plus clair, comprendre aussi quel projet est éligible et comment. Donc c'est pour ça que ça s'appelle s'orienter dans la jungle, donc, puisque c'est un environnement, on va dire, où il y a plein de lianes qui se mélangent. Hop, alors je vais juste C'est le passer. principe Voilà. de la réglementation et des fonctionnements en France. Hein. Le millefeuille, le fameux millefeuille Oui, financier, c'est aussi un sujet. c'est ça, c'est tout à fait. La toile d'araignée, le millefeuille, bon, il y a Exactement. plein de métaphores. Je commence à Donc, avoir faim du coup. Je te laisse continuer parce que sinon. Allez, je te laisse là, j'arrête les pardon. métaphores qui viennent. Génial. Voilà, donc du coup, on va faire un atelier un peu jeu de piste. Alors, jeu de piste, c'est un grand mot, mais en tout cas, pour essayer de s'y retrouver. Comme je le disais, le financement ne doit pas driver, bien sûr, votre organisation. Par contre, c'est un facteur d'accélération et un mauvais financement, en revanche, peut vraiment être une cause d'échec à un beau projet. Les aides publiques, ça peut être un moyen de financement non dilutif qui sont très utiles et auxquels il faut penser. Le problème, voilà, comme je le disais, c'est que se retrouver dans toutes ces aides, c'est vraiment un casse-tête. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre et décrypter les différents projets qui peuvent être soutenus. On parle beaucoup notamment d'aide à l'innovation, donc essayer de voir exactement ce qu'attendent les organisations publiques, comprendre aussi les prérequis à une candidature. Parce que des fois, alors moi, pour la petite histoire, je vous présenterai 3i après, mais j'ai passé 3 ans et demi au Conseil régional d'Île-de-France. Donc, j'étais du côté des gens qui instruisaient et choisissaient les projets qui allaient être soutenus. Donc, je suis en partie, on va dire, responsable de la toile d'araignée. Enfin, j'étais prêt en cours de route, mais du coup, j'ai évolué dedans. Et en fait, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui juste ne cochaient pas la bonne case, ne le faisaient pas au bon moment. Et en fait, ça avait passé des mois à écrire un dossier et juste en un coup d'œil, on aurait pu leur dire que ce n'était pas le bon guichet ou pas le bon moment. Et du coup, voilà, il y a des prérequis comme ça à observer que je vais vous expliquer aujourd'hui pour vous faire gagner du temps et surtout vous éviter de vous arracher les cheveux pour une candidature inutile parce que ça, il n'y a rien de pire. Ensuite, on va décrypter ensemble la logique des fonds propres. Vous allez, dès que vous vous frotterez à la BPI ou à la région ou même à l'Europe, vous avez une logique de 1 pour 1
qui s'appliquent. Donc, je vous expliquerai exactement ce que c'est pour plus être surpris non plus. Et puis ensuite, je vous présenterai les principales aides à activer, notamment celles quand on est en phase de création d'entreprise pour accélérer et faire décoller, on va dire, vos différents projets. Donc, voilà pour le programme. Avant de rentrer dans le dur, je vais vous présenter 3i Financement, comme ça vous saurez à qui vous avez affaire. Donc 3i Financement, c'est un cabinet qui existe depuis 2015. On est situé à Paris, à côté de Sentier, mais on intervient dans toute la France, puisqu'on a des implantations aussi en région. Donc moi, par exemple, comme j'ai travaillé au Conseil régional d'Île-de-France, je suis en charge de l'Île-de-France. Comme je suis originaire du Sud-Est et que j'y ai travaillé aussi, je développe le Sud-Est. Voilà, on a tous les partenaires comme moi, on est 9, on est tous anciens financeurs et on a tous Paris, ou la région Île-de-France plutôt, et une province à développer, une région plutôt. Et du coup, notre spécificité, c'est que les partenaires comme moi, donc je le disais, on vient tous soit de la BPI, soit de la région, donc on connaît très bien les dispositifs, on connaît bien les processus internes, on sait aussi à qui écrire si jamais il y a des blocages. Et autour de nous, on a constitué une équipe d'une 50aine de personnes qui sont spécialisées soit en finance, soit en tech ou en aide à l'international, parce que vous le verrez, il faut respecter plusieurs critères et plusieurs phases du dossier. Alors, je mets l'international à part puisque ce sont des aides spécifiques, mais quand vous faites un dossier d'aide, vous avez toujours un business plan dédié à présenter qui comprend à la fois un devis, qui comprend un plan de trésorerie, un prévisionnel d'activité et un plan de financement. Et vous avez aussi un dossier Word assez conséquent où là, il faut présenter bien sûr l'activité, la jeunesse de votre projet, qui vous êtes, l'équipe, etc., le marché, les concurrents. Mais après aussi, vous avez des roadmaps technologiques, surtout pour les aides à l'innovation, vous l'imaginez, qui sont assez détaillées à présenter. Donc, nous, on s'est organisé pour pouvoir y répondre. On accompagne aujourd'hui à peu près plus de 500 startups par an avec un bon taux de succès grâce au fait qu'on connaît bien les dispositifs et les critères. On a une verticale du coup très innovation parce que ce sont les premières aides à aller chercher et c'est là où il y a le plus de dispositifs et de guichets aussi actifs aujourd'hui en France. Par contre, on est 3i, donc ça veut dire qu'on intervient aussi sur l'international. Donc je vous le disais tout à l'heure, il y a des aides à l'export et aussi sur l'investissement dans le sens où on est capable d'aller chercher du non dilutif avec de la banque pour produire ce qu'on sait faire sur le public en privé parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qu'on accompagne qui nous ont remonté que quand ils se lançaient dans l'aventure entrepreneuriale, ils avaient des guichets bancaires un peu soit familiales, soit qu'on leur conseillait comme ça de bouche à oreille, de connaissances. Mais le problème, c'est qu'ils avaient souvent affaire à des conseillers qui n'étaient pas spécialisés en innovation et du coup qui n'étaient pas dans la bonne prise de risque et le bon positionnement par rapport à leur projet. Donc nous, on a constitué autour de nous un pool de partenaires bancaires avec des gens qui ont cette appétence et cette connaissance de la techno et des marchés qui sont liés à l'innovation pour essayer d'aller chercher des conditions qui ne sont pas ce qu'on va vous proposer à la banque, on va dire, où on a fait le prêt pour l'appartement. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si tu me permets, Oui. ça valide l'intention de notre échange et de notre partenariat, c'est véritablement d'avoir une approche globale et une approche systémique sur le Ouais, développement de la boîte en partant de sa création jusqu'à son scale-up vers l'international et exactement. peut-être avec SpaceX vers l'espace et l'au-delà, voilà, vers Oui, l'infini et c'est tout à l'au-delà fait pour ça. citer un Et héros nous, que d'ailleurs, j'adore. tu fais bien de le dire, on accompagne, donc on a vraiment une spécificité sur les aides non dilutives, Mm. donc que ce soit sur le public ou la banque, comme je le disais. On n'est du coup pas spécialisé par secteur d'activité ni par taille d'entreprise parce qu'on a déjà ce métier de niche très fort et on est capable de s'adapter à toutes les technos puisque ce sont des mécanismes qui sont reproductibles, on va dire. Et c'est pour ça qu'on n'est pas sectorisé et qu'on est capable de vous prendre en charge à la fois sur la création d'entreprise et les premières aides à aller chercher. Et vous le verrez, je vais vous l'expliquer dans la présentation, à chaque parcours, on va dire, de développement, les premiers succès commerciaux, les succès techno, les levées de fonds, surtout, il y a des nouvelles aides qui s'ouvrent pour justement accompagner, sortir de ces phases d'amorçage, accompagner dans le développement, dans l'investissement et dans l'international à la fin. Donc, du coup, c'est vrai qu'on est organisé pour pouvoir le faire. Et aussi, pourquoi on existe, c'est ce que je vous disais au début, c'est arriver à détecter la bonne aide au bon moment et ensuite prendre en charge vraiment le dossier de A à Z, donc c'est-à-dire des pré-qualifs à la rédaction et au suivi, parce que en plus d'être une toile d'araignée, c'est aussi un bourbier administratif. Donc, on est là aussi pour assumer cette tâche une fois que vous êtes lauréat d'une aide. Ce que Donc, j'apprécie voilà dans ce que tu dis, pour tu m'entends, Pauline? Allô?
Ouais, je t'entends Ouais, bien. ce que j'apprécie dans ce que Ouais, tu je dis t'entends. effectivement, c'est que, tout le lien qu'on a ensemble et tout le développement qui va être nous de développer les dossiers avec les incubés, de les accompagner à chaque étape où on va voir qu'il y a une potentielle aide. Tu vas pouvoir intervenir avec nous pour aller débloquer des fonds ou Mmh. même, créer des effets de levier. Je On en parlait la dernière fois sur la phase de seed ou de série A Ouais. avec des fonds autres, que ceux qu'on connaît bien tous. Et c'est extrêmement intéressant que tu en parles de manière systémique comme ça, parce que ça leur donne une vision. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vais éviter de te couper, je te rassure, mais n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, hein, du coup. T'inquiète. On vous répondra avec grand plaisir, hein. Merci. Je te laisse la parole, pardon. Oui, bien sûr. Oui, et non, mais c'est intéressant ce que tu dis en plus parce que nous, on crée une relation de proximité avec l'entrepreneur et avec aussi les parties prenantes de son activité, donc notamment les incubateurs avec qui on travaille et particulièrement avec YCube. Notre but, c'est que vous puissiez être aussi interface pour nous tenir au courant vraiment de toutes ces évolutions pour qu'on puisse, nous, bien faire notre travail et ne pas rater une aide. Donc, c'est très important qu'on ait cette relation de proximité. Ça, je le dis à chaque fois à nos clients, c'est pour pouvoir couvrir justement toute cette chaîne de valeur, il faut qu'il y ait ce dialogue voilà, assez proche. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet maintenant, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est déjà de savoir si son entreprise est bien éligible pour ne pas avoir envie de se jeter par la fenêtre, d'avoir fait un dossier pendant des mois pour rien. Donc pour ça, il y a 3 prérequis, notamment pour les aides à l'innovation. Alors, j'ai axé la présentation aujourd'hui particulièrement sur les aides à l'innovation, qui sont en fait les aides qui sont accessibles à partir de la création de l'entreprise. Donc, c'est pour ça que c'est très orienté là-dessus. On pourra faire, si vous le souhaitez, avec Mohamed et Marie plus tard, d'autres thématiques d'aide si vous avez des besoins. Mais je pense que là, par rapport à votre stade de développement, voilà, c'était le plus approprié. Donc, c'est pour ça que je vais beaucoup vous en parler aujourd'hui. Mais gardez en tête qu'il y a des aides à la croissance qui s'ouvrent par la suite et des aides à l'export, comme je l'ai dit. Et du coup, pour cette aide à l'innovation, les critères à respecter pour l'éligibilité d'un dossier, il faut répondre à 3 questions. Est-ce que déjà j'ai une innovation, et on verra comment ils la définissent, ne prenez pas peur, à faire financer? Est-ce que j'ai un niveau de fonds propres suffisant pour respecter le 1 pour 1? Donc, on va apprendre ensemble à savoir ce que c'est. Et est-ce que je comprends les dépenses que je peux présenter dans un programme? Parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que sur des aides à l'innovation, que ce soit la BPI ou la région, même les aides d'État ou de l'Europe, en fait, ils vont financer la R&D ou les premières phases de développement. Du coup, au-delà de l'entreprise, qu'ils soutiennent surtout, c'est un projet. Donc, ce projet, il doit avoir un début, une fin, et au milieu, il doit avoir une assiette de dépenses éligibles. Ces dépenses éligibles, il faut qu'elles collent au règlement d'intervention européen à l'innovation. Donc, c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est parce que ça, c'est chiant, pour comprendre justement exactement ce qu'on a le droit de présenter pour être soutenu, on va dire, sur son programme. Donc, tout ça, on va le voir ensemble. Donc, je vais commencer par En gros, quand l'innovation on, pour vous en gros, quand on rassurer. pose un dossier avec toi, on sait que le dossier, a priori, il rentre dans les clous. On est d'accord. Oui, Quand on a travaillé exactement. avec YCube et Pauline sur le dossier, a priori, il en est dans les clous. S'il y a pas il y aura 90, on parlait de 99% de réussite, c'est ça? T'avais quoi comme taux de Ouais, réussite? on affiche 90, Mhm. parce qu'après, on fait beaucoup de concours européens qui plombent un peu nos stats. Mais c'est vrai que sur les premières aides, surtout que nous, on prend vraiment du temps et avec vous, c'est ça le but aussi de notre collaboration, de qualifier vraiment longuement est-ce que ça vaut le coup de postuler ou pas. Nous, on présente une entreprise à un guichet que quand on sait que les prérequis sont respectés et que l'entreprise a de grandes chances de gagner l'aide, aussi parce que nous, on se rémunère en partie au succès. Donc, on ne va pas se cacher qu'on prend du coup un risque en présentant un dossier et que il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir passé longtemps à rédiger et de ne pas être pris. Donc, nous, on prend vraiment du temps pour la pré-qualif et c'est le but aussi de travailler avec vous, c'est qu'on puisse s'assurer de tout ça ensemble. Donc, voilà. Et du coup, pour l'innovation, je voulais rassurer sur ce que c'est qu'une entreprise innovante, parce que quand on entend soutien à la R&D, on se dit mince, peut-être qu'il faut un laboratoire technique. Je ne suis pas issue d'une spin-off d'une SAT ou du CNRS, ne vous inquiétez pas. La BPI et la région ont une définition assez large de l'innovation. Il s'appuie beaucoup sur celle du manuel d'Oslo, qui est la principale, on va dire, utilisée, qui est soit la mise en œuvre, donc l'implémentation d'un produit ou d'un service, ou d'un procédé d'une production qui soit nouveau ou sensiblement amélioré. Donc, ce sensiblement amélioré, ça veut tout dire. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de faire que des innovations de rupture, mais que proposer le moindre
changement par rapport à l'état de l'art, ça peut être considéré comme de l'innovation. Ça peut être par rapport à un produit ou un service dans le dur, mais ça peut être aussi une nouvelle méthode de commercialisation, une nouvelle méthode d'organisation, de nouvelles organisations du travail, de pratiques d'entreprise, de relations avec ses clients. Voilà, le tout, c'est de proposer quelque chose de nouveau. Et ensuite, vous avez l'auteur, donc Clayton Christensen, qui est beaucoup utilisé aussi, qui lui a fait la différence entre innovation incrémentale et innovation radicale. Ça rejoint la définition du manuel d'Oslo. C'est que l'innovation incrémentale, elle vise à améliorer des produits existants, alors que la radicale, là, vraiment, on est plus dans des innovations de rupture avec des deep tech, etc. Les deux sont donc considérés soit en continu, soit en rupture, mais comme de l'innovation apportée à un marché. Je vous avais mis quelques exemples pour comprendre cette dimension innovante. Ça, ce sont que des aides que nous, des boîtes qu'on a aidées chez 3i. Donc, par exemple, Michel et Augustin, au début, on s'est dit, mais ce sont des gâteaux, qu'est-ce qu'on va, on va pas pouvoir les aider. En fait, c'est complètement passé parce que leur positionnement marketing, la communication qu'ils avaient fait, le lien avec leurs clients, les produits utilisés ont fait qu'il y avait une vraie amélioration par rapport à ce qui était proposé sur le marché. Donc, ils ont réussi à avoir une aide. Ensuite, on avait Doctolib et Payfit qui sont plus cette fois des plateformes, soit en SaaS, soit des logiciels du coup pour les entreprises. Là, pareil, bon, c'est plutôt un service qui est rendu avec une plateforme techno qui vient supporter ce service. C'est largement passé aussi, et même on connaît leur succès, et Payfit notamment a raflé toutes les aides possibles. D'ailleurs, c'est marrant parce que moi, Payfit, je les ai eu quand j'étais côté région. Donc, je suis partie des responsables qui font qu'ils ont eu énormément d'aides et c'est un beau succès aujourd'hui français. Et ensuite, on a Deep Life que j'ai mis en exemple, qui là, bon, vous le voyez sur l'activité, ils font des clones numériques de cellules. Donc là, on est sur une biotech où la R&D est hyper présente. La mise sur le marché est très lointaine. C'est une innovation vraiment radicale. Et bien là aussi, ils ont eu une aide spécifique. Et ces quatre entreprises, n'auront pas les mêmes aides et pas au même moment. Par exemple, Michel et Augustin, ils ont très rapidement réussi à avoir des aides, Payfit aussi d'ailleurs, sur l'accélération commerciale et l'international. Par contre, Deep Life, ils sont restés longtemps dans le tunnel des aides à la R&D parce qu'ils ont une phase de recherche qui est hyper longue et du coup, la région et la BPI ont pris le relais pour les aider. Et là, c'est un investissement long terme parce que finalement, la mise sur le marché, elle est vraiment encore assez lointaine. Donc, voilà pour la dimension innovante. On va passer maintenant aux fonds propres. Donc ça, c'est peut-être le plus important des prérequis parce que nous, on ne peut pas jouer dessus. Autant l'innovation, on peut la présenter, des dépenses éligibles, il suffit de comprendre ce qu'il faut chercher. Par contre, les fonds propres et cette fameuse logique du 1 pour 1, elle est implacable. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut s'attaquer très vite. Donc quand je vous disais qu'un projet de R&D notamment avait un début, une fin et une assiette de dépenses éligibles, c'est là-dessus en fait qu'ils vont calculer le niveau d'aide. Donc comment ça va se passer? C'est que, imaginons que vous avez un programme de R&D qui va coûter 200 000 €. En fait, la région et la BPI vont apposer un taux d'intervention de prise en charge. Donc ça, c'est imposé par les règlements d'intervention européens. Pour les petites entreprises, il est à peu près de 50%. Et ça veut dire en fait que sur les 200 000, la région et la BPI va faire une division par deux et va vous proposer une aide de 100 000 €. De 100 000, pardon. Et ça veut dire qu'ils vont devoir s'assurer que vous, en tant que porteur de projet, vous avez les 100 000 € restants à financer et que vous avez les capacités de le faire. C'est pour ça qu'on parle de ce 1 pour 1. C'est qu'un prêté ou donné en subvention, il faut qu'il y ait un dans vos fonds propres. Parce que pour s'assurer que vous avez les moyens de financer le projet, c'est les fonds propres et quasi-fonds propres qui sont regardés. Et ce n'est pas la trésorerie, comme peut le penser souvent, moi, les porteurs de projets à qui je parle. Je vais vous expliquer après comment on reconnaît ces fonds propres. Mais du coup, voilà la logique du 1 pour 1. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, elle est implacable. Donc, on dit du 1 pour 1, sachant que vous voyez, je vous ai mis accès potentiel au soutien public de 50 à 100% des fonds propres, parce qu'en fonction de la maturité, en fonction des budgets qu'il leur reste, de la prise de risque qu'ils ont envie de mettre, ils peuvent donner un petit peu moins que le 1 pour 1.
Mais retenez ça déjà, voilà, pour aller chercher la première aide, enfin toutes les aides même, pardon. Et alors, par contre, ce qui est bien, c'est que c'est un cercle assez vertueux. Donc, la constitution de vos premiers fonds propres et quasi-fonds propres, c'est le pas le plus difficile. Par contre, une fois qu'il est franchi, vous allez pouvoir accès aux premières aides publiques, donc un accès au soutien, comme je l'ai mis là, potentiel, entre 50 et 100% des fonds propres. Ça va vous permettre d'accélérer vos projets, donc peut-être de créer de la croissance, de la valeur sur votre marché, d'avoir un premier POC ou une première V1 à montrer aussi. Ça va vous permettre après peut-être d'aller lever des fonds pour venir constituer de nouveaux fonds propres. Et ça va en fait vous permettre après d'aller chercher d'autres aides. Parce que cette logique du 1 pour 1 fait que à chaque fois que vous intégrez des nouveaux fonds propres, et je vais vous montrer comment, vous pouvez aller chercher une nouvelle aide. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il faut observer une logique très précise de dialogue entre nous et avec iCube pour pouvoir aller chercher justement ces aides à hauteur des fonds propres. Il y a plein d'entreprises qui ont rentré des levées de fonds sublimes et qui ont oublié d'aller chercher leur aide publique et c'est dommage parce qu'il y a certaines aides où il y a un délai dans le temps pour le faire. Donc voilà pour la logique. Je vais vous expliquer maintenant ce que c'est que les fonds propres et où ils s'observent. Donc en fait, la BPI et la région ont un calcul pour considérer ce que c'est qu'un fonds propre et quasi-fonds propre qui intègre plusieurs lignes de votre liasse fiscale. Donc la liasse fiscale, c'est quelque chose que vous aurez au bout d'un an d'exercice. Avant de l'avoir, du coup, vos fonds propres sont plutôt composés du capital social de la société. Donc ça, c'est le capital que vous allez mettre au moment de la création de la boîte, quand vous allez immatriculer et obtenir vos statuts. Le capital social, normalement, il est immuable, sauf quand vous allez faire des levées de fonds, il va venir s'augmenter, sauf aussi quand vous allez faire des AG exceptionnels pour augmenter, si vous le souhaitez, entre associés, votre capital social. Ensuite, il y a une autre façon d'avoir des fonds propres, ce sont les primes d'émission. Donc ça, c'est des primes d'émission sur titre qui vont être émises, en fait, comme leur nom l'indique, quand vous allez lever des fonds privés, donc que ce soit auprès de business angels, des levées en seed, en amorçage, série A, série B, etc. Tout ça, c'est des primes d'émission. Et ensuite, il y a les emprunts convertibles. Je ne vais pas vous embêter avec ça aujourd'hui parce que c'est trop lointain, mais ce peut être des fonds propres qui sont convertis quand vous choisissez en fait de les convertir. Il y a notamment tout ce qui est BSAR. Vous avez peut-être entendu parler de ces levées de fonds qui le permettent. Ça veut dire en fait que ça vous laisse du temps avant de convertir votre capital et de lâcher des parts en fait à vos nouveaux actionnaires. Je te libère Oui, de l'emprunt vas-y. convertible, les BSAR et les sujets, on va intervenir sur un autre webinaire pour le Parfait. coup. Tu nous fais du Ça teaser, c'est marche. génial. Merci. Je vous en prie. Et du coup, une autre façon, et qui est peut-être la plus actuelle pour les stades de maturité quand on est une jeune entreprise, c'est les comptes courants d'associés. Donc ça, c'est en fait les apports des associés qui sont faits à leur entreprise. Donc ça veut dire que votre boîte aura une dette envers vous. La dette peut être rémunérée, donc ça c'est intéressant en plus. Il n'y a pas forcément d'administratif trop particulier à établir, ça va très vite. Et les comptes courants d'associés, en fait, ils peuvent être pris comme des quasi-fonds propres par la BPI et la région quand vous vous engagez sur l'honneur à les bloquer pendant la durée du programme que vous faites financer par l'organisation publique. Donc nous, en général, quand on a une jeune start-up qui vient nous voir, elle a son capital social qui est entre, en général, 1 000 et 10 000 euros, on va dire. Et après, elle va nous dire, comment je fais pour avoir mes quasi-fonds propres et fonds propres, sachant que je ne vous l'ai pas encore dit, c'est pour la suite, mais la première aide, le premier montant à aller chercher, c'est 30 000 euros de subvention. Donc, si on observe la logique du 1 pour 1, ça veut dire qu'il faut que vous ayez 30 000 euros de fonds propres, quasi-fonds propres. Donc là, elle nous dit, qu'est-ce que je fais? J'ai 10 000 euros de capital social. Nous, on va la conseiller de faire un apport en compte courant d'associé. Le problème, c'est qu'elle n'a pas toujours personnellement de quoi créer une dette pour son entreprise et aller s'endetter seule. Alors, ce qu'il y a en mécanisme très intéressant, nous, on n'accompagne pas là-dessus, mais je vous donnerai les bons réseaux pour y aller. Ce sont, vous avez dû entendre parler, les prêts d'honneur. Donc ça, ce sont par exemple les prêts de Wilco, Réseau Entreprendre, France Initiative. Vous en avez aussi en province largement, qui vont accorder des prêts à 0% et sans garantie personnelle à un porteur de projet
pour son projet. Ça peut être même fait anté-création de la société. Et en fait, ce sont des prêts qui vont à peu près de 10 000 à 40 000 euros et qui sont en plus accordés à chacun des associés. Donc, par exemple, si vous êtes 2 associés et que vous avez un prêt accordé par un prêt d'honneur à 10 000 euros, ça veut dire que vous allez avoir 20 000 euros. Là, vous allez pouvoir revenir nous voir et nous dire, j'ai mes 20 000 euros de prêt d'honneur, je les apporte en compte courant d'associés, je les bloque pour la BPI. Et comme le capital social était de 10 000, vous avez vos 30 000 euros pour aller chercher les premières aides de faisabilité à 30 000 euros dont je vous parlais. Donc voilà pour un mécanisme comme ça intéressant. C'est aussi pour ça que c'est très important de venir nous voir même avant d'avoir un vrai sujet, puisqu'il y a tous ces montages capitalistiques sur lesquels nous, on peut aussi vous orienter pour qu'après, on puisse aller tous ensemble chercher les premières aides. Après, je me permets de préciser, on est en contact justement sur tous les sujets des prêts d'honneur. On est en contact avec les acteurs que tu as cités et d'autres pour justement faciliter le lien avec nos incubés. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, Oui, je te et laisse ça continuer c'est et j'essaierai de… super. Et pour moi, un incubateur doit absolument avoir ses contacts pour faciliter l'accès au prêt d'honneur. C'est un sujet qui se pose quasi automatiquement. C'est aussi pour ça que moi, je voulais travailler avec vous, c'est que vous avez une logique d'écosystème qui fait que ça peut fonctionner. Et c'est vrai que les prêts d'honneur, même si les réseaux sont compétents, le problème, c'est que c'est difficile de les avoir en contact parce que, comme toute organisation publique ou semi-publique, tout le monde est débordé ou c'est très long. Donc, c'est vrai que si vous pouvez faire le lien, ce sera super. Et après, par contre, ça roule tout seul. Voilà. Oui, comme je te Alors, l'avais… je voulais vous montrer… Vas-y. Non, mais je te laisse continuer. Ouais, Je pardon. reviendrai un peu plus tard. Non, je reviendrai dessus plus tard. C'est plus intéressant. Va sur les Ok. fonds. C'est intéressant. Ça marche. Là, je voulais juste vous montrer pour que vous compreniez mieux de quoi on parle. Alors, ça, c'est l'exemple d'une liasse fiscale. C'est quelque chose que vous aurez au bout d'un an d'exercice, un an d'existence. Donc, quand vous allez clôturer votre premier exercice comptable. Donc, quand je dis un an, c'est en général, mais des fois, il y a des startups qui font des exercices prolongés selon la date à laquelle vous vous êtes créé. Par exemple, si vous avez été créé en septembre et vous voulez clôturer en décembre, vous n'allez pas faire 4 mois d'exercice, vous allez faire 1 an et 4 mois, ou plus 7 ans, 5 mois, bref. Voilà pour l'exercice. Donc ça, c'est ce que vous aurez par votre expert comptable au moment où vous allez clôturer votre premier exercice. On voit là que le capital social, du coup, c'est lors de la création, il est ici. Là, c'est une boîte, du coup, qui est assez jeune, mais qui a fait une belle levée de fonds, puisqu'on voit qu'il y a 2 millions d'euros, un peu plus de primes d'émission. Donc, ça veut dire qu'elle a fait au moins une levée de 2 millions d'euros. Ensuite, vous avez, du coup, son résultat d'exercice, parce que sur l'année, en fait, est calculé dans les fonds propres les pertes ou les bénéfices de l'année de l'exercice. Donc, ça veut dire qu'en tant que jeune start-up, en général, les premières années, vous n'êtes pas rentable, et c'est normal. Et le cash burn, donc tout ce que vous allez dépenser, la différence entre vos produits et vos charges d'exploitation, va venir se mettre ici. C'est le résultat de votre exercice. Et en fait, il va être incorporé au fonds propres. Donc ça aussi, nous, on est là pour, dans l'année, savoir quand postuler. Par exemple, là, avec la crise, on a plein d'entreprises qui viennent nous voir à partir là de novembre, décembre, où elles sont dans une situation de perte à cause du contexte qu'on connaît. Là, c'est difficile pour nous d'aller leur chercher les aides parce que elles ont des pertes si grosses que ça vient plomber leurs fonds propres et que du coup, le ratio du 1 pour 1 n'est plus respecté. Donc là, cette entreprise-là n'a aucun problème vu le montant levé. Mais par contre, c'est vrai que sur des jeunes entreprises qui n'ont pas encore des gros niveaux de fonds propres, nous, on est là aussi pour vous dire dans l'année quand est-ce que ça devient chaud en fait par rapport aux pertes intégrées et aux projections que la BPI ou la région vous demanderont. Donc voilà pour où ça se trouve. Et ensuite, je vous parlais du coup des quasi-fonds propres ou des fonds propres qui sont mis par obligation convertible et compte courant d'associés. Et bien voilà, vous les voyez. Les OC, vous les voyez en DS. Et les CCA, ce sont les emprunts et dettes financières diverses parce que je le rappelle, c'est l'entreprise qui aura une dette envers vous. Donc voilà pour ce qui constitue les capitaux propres, les fonds propres et les quasi-fonds propres qui sont calculés pour le 1 pour 1. Là, je vous ai mis, on y reviendra après sur les dépenses. J'espère que je ne suis pas trop longue. Très bien, tout va bien. Un BP classique
OK, d'une entreprise. Parce qu'en fait, en plus de respecter le 1 pour 1, nous, on va toujours devoir mettre en face de vos fonds propres eh bien, les dépenses qu'on va présenter. Parce que du coup, le programme de dépenses, comme je vous le disais, il faut qu'il fasse à peu près 2 fois vos fonds propres pour que la subvention arrive pile poil à vos fonds propres, vu qu'on a un taux d'intervention à 50%. Donc, ça veut dire que nous, on est là aussi pour s'assurer que si vous demandez une subvention à 100 000 euros, on va présenter des dépenses à 200 000 et que comme ça, vous ayez bien 100 000 de fonds propres et les autres 100 000 qui soient prises en charge par les organisations publiques. Alors, on a une question de Guillaume qui te Oui, dit, si les actions n'ont pas été totalement libérées, libération partielle à hauteur de 50%, le montant à libérer est-il oui. inclus dans les fonds propres? Ça dépend si vous avez un horizon de temps à présenter. C'est-à-dire que la BPI peut anticiper avec vous le fait que vous aurez une libération prochaine. Par contre, il faut leur donner un timing, un calendrier. Et une sorte d'engagement aussi. Alors, c'est toujours des engagements sur l'honneur, c'est pas très grave, mais il faudra prouver en effet où vous en êtes. Pareil, vous pouvez aller demander une aide avant que la levée de fonds soit effective et versée. En revanche, la BPI pourra intervenir avant. Par contre, il faudra leur montrer les lettres d'intention de vos actionnaires et leur présenter un peu le calendrier des tours de table. En fait, le jeu, c'est toujours de les rassurer et de donner toutes les preuves de votre bonne foi sur ce que vous annoncez. C'est un peu l'objectif, hein, c'est toujours la même chose, c'est quand il y a deux individus, l'idée c'est de verrouiller de la confiance et de verrouiller de la crédibilité avec des éléments factuels pour que l'acteur qui va prêter soit dans les meilleures conditions et positionne son risque en sachant. Oui, exactement. Exactement. Et nous, on dit toujours, alors comme la BPI et la région, on les connaît un peu vu qu'on est leurs anciens collègues, nous, on a vraiment une approche de transparence. C'est vrai qu'on ne fait pas de trucs tricky. Par contre, on rassure, on fait des beaux prévisionnels. Ça, on peut jouer quand même sur les chiffres là-dessus. Mais c'est vrai que sur les intentions, il faut absolument jouer franc jeu. Par contre, il faut leur faire confiance aussi dans le fait qu'ils peuvent se projeter avec vous et que leur but, c'est que l'entreprise sur laquelle ils misent aille bien. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'il faut quand même la jouer assez honnête. Mais du moment où vous présentez des engagements, en général, ça se passe très bien. Voilà. Merci Pauline. Et du coup, maintenant, je vais Guillaume te passer remercie, hein. aux aides. Ok, bah, je vous en prie. Donc, sur les cycles d'investissement, là, j'ai mis les cycles d'investissement privés parce que c'est ce que vous avez largement souvent entendu en equity. Donc, par rapport à votre phase de développement, vers qui vous vous tournez pour faire une levée de fonds. Donc, on voit que quand vous êtes en création, vous allez vous tourner vers des BA pour faire une levée en seed ou des premiers tout petits fonds d'amorçage pour aller chercher voilà, les montants que j'ai indiqués. Bon, c'est une fourchette, hein, bien sûr, c'est pas objectif, mais c'est à peu près ça. Ensuite, au fur et à mesure de vos développements tech, commerciaux, etc., vous allez vous tourner vers des nouveaux organismes de levée. Vous allez faire peut-être une deuxième levée en amorçage et puis après une série A, une série B avec des capital risques, des capital développement, etc. Donc ça, c'est votre roadmap de financement privé. Là où vous pouvez être malin, c'est qu'une roadmap de financement équilibrée, elle joue là-dessus et elle vient compléter avec les subventions publiques et même avec des prêts bancaires. Moi, je dis toujours à mes clients qu'une roadmap équilibrée, ça doit être vraiment les trois piliers, privé, public, et dans le privé, vous avez non dilutif, dilutif. Et ça, c'est hyper important. Ça rassure en plus tous les investisseurs et les financeurs et ça vous permet en plus de faire des effets de levier sur vos levées. Donc vraiment, il faut y penser. On a de la chance en plus en France d'avoir des aides qui sont assez conséquentes, même si c'est, comme on le disait tout à l'heure, assez opaque, elles existent quand même et du coup, il faut vraiment y penser. Donc Si, là, je vous ai si mis, tu me mais permets, si tu me permets, je voudrais les partager aides. une petite métaphore que je donne sur ces fameux trois piliers dont tu parles. En fait, moi, le non dilutif, je dis toujours, Oui, c'est ce à quoi j'ai le droit potentiellement. Donc ça, on est sur le non dilutif. Le dilutif, c'est ce que je suis prêt à donner pour obtenir de la valeur et accélérer rapidement mon développement. Et sur la partie emprunt, c'est ce en quoi je m'engage pour montrer que mon idée, et finalement, je crois en mon idée et je vais réaliser mon idée. C'est un peu comme oui. ça que je présente les trois piliers dont tu parles. Et je trouve que c'est intéressant de voir ton retour. Je te laisse continuer, mais voilà, je voulais partager avec vous cette petite image qui permet Je suis assez d'accord avec toi. de se positionner. Après, je ferai un petit bémol sur le non dilutif, pardon, c'est ce à quoi j'ai droit.
Ça, c'est Potentiellement, vrai j'ai pour précisé. les logiques. Voilà, ouais, J'ai dit potentiellement. potentiellement. Mais après, c'est vrai pour les logiques de CIR et d'IEI que je vous ai mis là Oui, et que je vais vous expliquer, même si nous, on ne le fait oui. pas chez 3i, mais c'est important aussi de le regarder. Ça, c'est vraiment, vous y avez le droit. C'est des logiques fiscales. Après, sur les aides, c'est vrai que c'est potentiellement, ça reste quand même le choix de l'organisation. Et puis, il y a quand même des engagements. Alors, sur les subventions, il n'y a pas vraiment d'engagement puisque c'est de la sub. Par contre, sur les prêts, il y a quand même si c'est à 0%, vous avez quand même une logique de remboursement. Donc, il y a quand même un calcul du risque. Mais oui, c'est vrai que tu as raison, Mohamed, c'est potentiellement, vous y avez le droit. En tout cas, il faut y penser, il faut demander. Ça, c'est obligatoire. Enfin, obligatoire, c'est mal, hein. Voilà. Alors, du coup, je fais le lien entre les levées de fonds privés et les ressources publiques. Donc, les aides que vous voyez là, je vous les détaille plus tard, donc je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais vous avez, c'est ce que je voulais juste vous dire en logique, pour chaque étape de développement et à chaque fois que vous faites une levée de fonds, vous avez des aides qui s'appliquent. Et du coup, c'est très intéressant de toutes les regarder. Et là, en plus, je vous ai mis que certaines, mais c'est ce que je vous disais en introduction. Toujours penser à faire l'aller-retour entre vos levées de fonds privés ou vos succès commerciaux. En fait, tout ce qui va venir jouer sur vos fonds propres et votre capacité à rassurer le financeur pour aller chercher des nouvelles aides, parce que c'est pas parce que vous avez déjà eu au début en création une première subvention que vous ne pourrez rien avoir, bien au contraire. Sachez en plus que les organisations publiques sont assez fidèles. Elles aiment bien aider les mêmes entreprises plusieurs fois et les suivre dans la durée parce que au fur et à mesure, elles se prennent aussi au jeu comme un investisseur, hein. Elles se disent qu'elles ont participé au succès, donc elles sont contentes et elles aiment bien assurer l'aide dans le temps. Voilà. Tu parlais du CIR notamment. On est en, Oui, pour ah être oui, tout, tu as raison. pour être Ouais, tout à, je pour l'ai être tout à passé fait là-dessus. clair avec nos participants du jour, que je remercie pour leur présence. On est en train de discuter, grâce à toi, tu nous as mis en relation avec une structure partenaire, hein, avec qui on va discuter pour pouvoir Oui. justement avoir un partenariat du même acabit que ce qu'on a ensemble, pour pouvoir accompagner justement nos incubés à aller obtenir ces outils de développement qui sont extrêmement puissants. Je te laisse intervenir dessus juste, si tu pouvais. Oui, tu as raison. Désolée, j'allais passer Non, trop tout va vite. Oui, bien. tout à fait. Donc, c'est hyper important. En fait, les statuts JEI, ça, c'est juste un statut. Ça ne fait pas de réaction fiscale. Mais par contre, ça vient prouver un ADN innovant. Donc, c'est hyper bien de l'avoir si vous pouvez. Par contre, le CIR et le CII, donc le crédit d'impôt recherche ou le crédit d'impôt innovation, ce sont des logiques d'aide publique qui sont là un droit que vous avez en tant qu'entreprise. Donc, c'est calculé en fait par rapport au personnel technique que vous embauchez. C'est pour ça qu'on a mis là le CIR et le CII plutôt en amorçage parce que c'est au moment où vous commencez à recruter des personnes. Par contre, ce qui est trop bien, c'est que ça prend en charge une partie des charges sociales plutôt des charges salariales, et fiscales que vous allez avoir par rapport à votre masse salariale. Donc, en fait, c'est pas une vraie subvention dans le sens où on vous donne l'argent, mais ça en est vraiment une dans le sens où on vous réduit ce que vous devez à l'État. Donc, c'est un levier hyper important à activer, surtout pour une entreprise innovante qui a des profils techniques. C'est vraiment capital de le faire. Et pour moi, d'ailleurs, un entrepreneur, il faut qu'il ait absolument, dans son pipe d'écosystème d'aide, un cabinet qui fait son CIR. En plus, là, Effectivement. c'est comme nous, voire plus encore. Ouais, c'est très compliqué à faire, c'est hyper long, c'est du droit public et du droit fiscal, enfin du droit public d'entreprise et du droit fiscal. Donc, c'est vraiment à s'arracher les cheveux. Et là, pareil, c'est des cases à cocher. Alors, Donc, je vais rassurer nos participants, hein, tous les incubés chez nous n'auront pas à se tirer les cheveux. Au contraire, c'est bien dire ça. ils Non, pourront mais se. c'est pour dire que c'est vrai que c'est du Ouais. public Oui, encore et c'est sûr que tout seul, c'est que, compliqué. On est d'accord. Voilà. voilà, c'est ça. Les administrations, on ne facilite pas la tâche, donc c'est bien de se faire accompagner. Par contre, si vous faites accompagner, vous n'avez rien à faire, hein, juste à donner vos bulletins de paye C'est des contrats que vous avez en profil tech, et puis voilà. exactement. Mais du coup, c'est hyper intéressant et en effet, c'est très très bien que Mohamed et Marie vous présentent du coup le cabinet pour vous faire accompagner si vous le souhaitez et si vous pouvez pour les premiers recrutements. Ensuite, là, je vous ai mis ça parce que il y a une règle, une question qu'on me pose souvent, donc je voulais juste vous rassurer là-dessus, c'est la règle des de minimis. En fait, les de minimis, c'est une règle européenne qui dit qu'une même entreprise ne peut pas recevoir plus de 200 000 euros d'aide de cette catégorie sur une période de 3 exercices fiscaux.
Et en fait, c'est vrai qu'il y a des subventions et des prêts qui font partie de cette règle-là. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que nous, on est là aussi pour la roadmap de financement à arriver à ne pas franchir ce cap-là en ventilant et diluant ce qu'on va chercher entre ce qui est du de minimis et ce qui ne l'est pas. Je voulais aussi vous rassurer parce qu'il y a beaucoup d'aides de la région et de la BPI qui ne sont pas dans le de minimis. Par exemple, la bourse French Tech est du de minimis. Par contre, les aides R&D de la région, Innov Développement ou les prêts de la BPI pour la R&D ne le sont pas. Vous avez les aides de l'ADEME, l'agence environnementale, qui en font partie. Certaines aides de l'Europe aussi. Les prêts d'honneur n'en font pas partie. Voilà. En tout cas, il y a comme ça cette logique à faire. Donc, nous, on est là aussi pour vous aider à rester, on va dire, sous le seuil pour pas que vous soyez bloqué si jamais vous avez à un moment donné vraiment besoin d'une aide et que ça ne fonctionne pas à cause du de minimis. Et ensuite aussi, cette slide-là, tout ou rien, elle sert à vous dire que, mais je vous l'ai déjà dit, donc je vais passer vite, c'est pas parce que vous avez déjà eu une aide que vous ne pouvez pas en faire une autre. En général, ce qu'il faut retenir, c'est que la même dépense ne peut pas être financée deux fois. Par contre, vous pouvez très bien, si vos fonds propres le permettent toujours, aller demander une aide à l'innovation en parallèle d'une aide à l'international. Ça, il n'y a aucun problème. Le tout, c'est que vous ayez la place, on va dire, d'accueillir ces deux aides dans vos fonds propres. Exactement. Ce qui est intéressant, j'en profite du passage de slide, c'est que notre approche, elle est, comme on l'a expliqué à beaucoup d'entre vous, et pour les nouveaux, merci de nous rejoindre, c'est que notre approche, c'est d'accompagner, donc c'est du clé en main, hein, on va faire le travail avec eux, mais on va aussi leur expliquer ce qu'on va faire. C'était aussi ça qui est important chez nous. C'est pas qu'on vous dise, bon, on prend le dossier en main, et puis vous vous débrouillez tout seul, enfin, vous recevez l'argent, vous savez pas ce que c'est. Ce qui est important pour nous, Marie et moi et Pauline, c'est que vous soyez aussi autonome, être en capacité d'être autonome à comprendre ce qui se passe entre votre entreprise et les potentielles aides pour pouvoir justement vous ajuster et ajuster votre strat si jamais il y avait à ajuster la strat. On a une question qui arrive de Charlotte qui dit ces subventions sont toutes exclues de la règle sur la slide, quand tu le dis, sur cette slide que tu nous présentes. Non, là, c'était juste pour vous montrer tout ce qu'il y avait, mais il faut rentrer, il y a une plus grande granularité à observer. Là, il y a certaines des aides qui sont présentées là qui rentrent dans le de minimis et plein d'autres qui ne rentrent pas. Par exemple, je vous disais la bourse French Tech qui rentre, les aides R&D de la région là qu'on voit ici ne rentrent pas, les aides à l'export ne rentrent pas, mais certaines dans autres là où l'Europe y rentre. Voilà, donc ça, nous, c'est vraiment, on C'est suit la big ça de picture, près. ça. Ouais, ça c'est vraiment pour vous montrer un peu tout ce qui est possible de faire entre les différents leviers, banque internationale, les crédits d'impôt, l'Europe, les prêts d'honneur. Mais bien sûr, à chaque fois, il faut bien observer ça. Les concours souvent peuvent y rentrer. En fait, quand c'est l'Europe, ça y rentre souvent. La bourse French Tech, malheureusement, y rentre. Après, c'est que 30 000 €, donc ça va. Après, ce qui est bien, c'est que les prêts ne rentrent quasiment jamais, donc ça c'est cool. Et puis, il y a beaucoup d'aides où c'est très compliqué, comme l'ADEME par exemple, qui rentre. Mais bon, comme c'est très compliqué, tant mieux que ce soit elle et pas les autres plus faciles à activer qui le soient. Alors, Et Charlotte, du coup, nous, on est là pour veiller à cette règle. merci Pauline. Charlotte voudrait creuser le sujet et demande où est-ce qu'on trouve ce détail. Est-ce qu'il existe quelque part un détail accessible au grand public, si je puis dire ça comme ça, pour savoir qu'est-ce qui Oui, rentre et qu'est-ce vous qui avez rentre pas? un... On Oui, pourra vous leur avez un transmettre? super site. On va leur Oui, transmettre. avec plaisir. Il y a un Je site leur- qui s'appelle lesaides.fr et vous avez le détail par organisation en plus. C'est Et cadeau. je vous enverrai avec le nom des réseaux qui accordent les prêts d'honneur. Voilà. Mais oui, du coup, bien sûr, c'est public, il n'y a aucun souci. Après, c'est marqué dans chaque règlement d'intervention, de cahier des charges, si vous voulez tout lire. C'est bon. Les Bonne aides, c'est chance. bien, ça résume tout. Ouais, bonne chance. Et là, je vous ai mis, mais bon, je vais vite vous dire ce qui est possible de faire et où on en est. Mais comme je vais vous laisser le PowerPoint, je voulais que vous ayez un récap de toutes les aides, en tout cas les premières à aller chercher, sur l'innovation surtout. Sachez que voilà, les premières aides quand on est une jeune entreprise, c'est les aides à la faisabilité. Donc, vous voyez, elles prennent plusieurs noms. Vous avez la Bourse French Tech, la Paris Innovation Amorçage, Innovate Faisabilité ou l'AFI. Alors, en fait, tous ces noms-là, c'est juste parce que la Bourse French Tech, j'ai oublié une parenthèse, c'est la BPI, mais c'est la BPI hors Paris. Donc,
Région parisienne, oui. Paris intramuros, non. Le pays A, c'est dans Paris avec les incubateurs ou autres structures labellisées. La faisabilité, c'est la région qui la donne. Et l'AFI, c'est la région Île-de-France, pardon. Et l'AFI, c'est les autres régions. Mais tout ça pour vous dire que toute cette aide-là, c'est juste du marketing de l'aide parce que ce sont toujours des subventions de 30 000 euros qui vont permettre d'aller prendre en charge vos dépenses techniques. Le taux d'intervention, je vous le disais tout à l'heure, en moyenne à 50%. Là, il est entre 40 et 60% des dépenses éligibles qu'on va présenter. Et ça vient soutenir un programme technique de 6 à 12 mois. Cette aide-là, elle est versée en 2 fois. Vous avez 70% de la subvention qui est versée au moment de la notification de l'aide et 30% au solde. Pour avoir votre solde, il faudra prouver que vous avez bien fait les dépenses techniques qui étaient présentées dans le programme. Ce qui est bien, c'est que la BPI et la région ne sont pas trop bêtes là-dessus, c'est qu'elles savent très bien que quand on fait de l'innovation, ce qu'on avait prévu au départ, c'est rarement le produit ou les dépenses de sortie. Donc, elles acceptent que ce qu'on présente en dépenses puisse être modifié tant que ça respecte les règlements européens dont je vous parlais tout à l'heure. Ensuite, vous avez les avances récupérables. Ça, ce sont des prêts à taux zéro qui sont hyper intéressants parce que c'est sans garantie personnelle, sans garantie sur les actifs de la société. Le versement est comme la BFT en 2 fois 70% et 30 au solde. Et par contre, ce qui est trop bien, c'est que vous avez 2 ans de différé avant de rembourser le prêt et 5 ans de remboursement. Donc, ça fait une période, comme je l'ai marqué là, de 7 ans de programme de remboursement. Là, le taux d'intervention, il est de 45% et ça peut atteindre jusqu'à 2 à 3 millions. Alors, 3 millions, c'est sous dérogation, c'est très, très rare. Mais en tout cas, ça peut monter très haut. Encore une fois, c'est toujours dépendant de votre niveau de fonds propres. Ensuite, dans la même logique, vous avez le PIR&D. Bon, je ne vais pas toutes vous les faire, mais vous voyez là, c'est un taux à 1%. C'est sans garantie aussi sur 7 ans et ça peut atteindre le même montant que l'avance récupérable. Comment ils définissent l'un ou l'autre? C'est en fonction du stade de maturité du projet. En général, plus l'entreprise est solide et plus l'entreprise est intéressante pour la BPI, parce que ça, ce sont des aides de la BPI, eh bien, ils préfèrent flécher sur le PIR&D parce qu'il y a un truc qui est trop bien ici, c'est le versement en une fois au démarrage. Là, vous êtes quand même sur du 70-30%. Ensuite, je vous parlais tout à l'heure, quand vous faites des levées de fonds, il y a des aides à aller chercher en parallèle de la levée. Vous avez le prêt d'amorçage et le prêt d'amorçage investissement. C'est la même chose, sauf que les montants sont différents, donc je ne vais pas vous embêter avec ça. Mais sachez que quand vous faites une levée de fonds, vous avez 6 mois pour demander un prêt d'amorçage. Donc 6 mois, c'est 3 mois avant, jusqu'à 3 mois avant la levée, pardon, et jusqu'à 3 mois après la levée. Et du coup, ça vous permet cette fois de financer du BFR. Donc, ça sort de l'aide techno et ça va chercher tout ce qui est plutôt dépenses de croissance, donc commercial, marketing, gestion courante. Le taux est un petit peu moins intéressant. Alors, en ce moment, il est moins que 4,5 ou 3,8. Par contre, c'est vrai que ce sont des taux plus forts. Par contre, ce qui est bien, c'est que là, vous êtes encore sans garantie et surtout, vous avez 3 ans de différé et ensuite 5 ans pour rembourser. Donc, ça fait une période de 8 ans. Et nous, par exemple, quand on a une entreprise qui lève, on va aller demander pour elle à la BPI, soit une avance remboursable ou un PIR&D, en plus d'un prêt d'amorçage ou d'un PAI. Comme ça, on dilue en plus le financement entre des aides techno et une aide à la croissance. Donc voilà un petit peu pour les logiques. Je vais pas tous vous les détailler. Les principales, je pense, pour les stades où vous en êtes, c'est la bourse French Tech et puis... Guillaume pose la question sur le PAI, ça fonctionne toujours sur la règle de 1 pour 1, on est d'accord, hein? Oui, oui, toujours. Ça, vraiment, toutes les aides sont comme ça. Après, sur les PA et PAI, vous avez une logique, comme vous levez des fonds, le 1 pour 1 se fait automatiquement parce que vous levez. Donc là, vous n'avez pas de problème de fonds propres. Par contre, le plafond de l'aide, c'est jusqu'à la moitié de la levée. Voilà. Sauf que le PA est quand même capé à 300 000. D'accord. Donc en gros, si tu lèves 600 000 euros, tu obtiens 300. Si tu lèves 700, tu obtiens 300 quoi qu'il se passe. Exactement. Voilà. Par contre, si tu lèves vraiment énormément, il te place en PAI. Mais c'est D'accord. plus rare, c'est
Voilà, c'est vraiment sur des grosses levées de fonds. Et là, le PAI, lui, il est capé, je crois, ils nous disent à chaque fois entre 1 et 2 millions. Pareil que sur l'AR ou le PIRD, quand on dit 3 millions, c'est sous dérogation. Le PAI, c'est pareil, il peut y avoir une dérogation pour avoir jusqu'à 2. D'accord. Ok. Voilà. Donc ça, c'est pour les aides de la BPI, surtout sur l'innovation là. Ensuite, sur la croissance pour le PA. Vous avez aussi les aides de la région Île-de-France. Alors, j'ai mis sur Île-de-France parce que c'est la seule région qui fonctionne encore beaucoup avec des subventions. Mais sachez que vous avez les régions, les autres régions, pardon, qui fonctionnent avec des prêts qui ressemblent aux prêts que la BPI accorde, qu'on a présenté là, mais sur de la croissance. Mais ça, pareil, on vous fait à chaque fois qu'on vous rencontre, on valide bien spécifiquement pour chacun ce qui est possible. Sachez juste qu'en région, vous avez les aides TPE et PME qui sont intéressantes parce que ce sont des subventions qui peuvent aller financer de la croissance et des recrutements. Pour PME, ils prennent les recrutements, pardon, TPE, non. Et du coup, ça, c'est accessible dès que vous avez une IAS fiscale. Pour TPE, il faut avoir moins de 10 salariés et au moins un salarié en CDI. Par contre, une fois que vous l'avez, ça permet d'avoir 55 000 euros de subvention sur des dépenses qui sont du conseil, des investissements, du développement international. Donc, c'est plus sur de la croissance, on va dire, que de la tech. Et PME, il faut avoir au moins 5 salariés. Par contre, c'est une subvention qui peut monter jusqu'à 250 000. Donc, ça, c'est hyper rare. Bon, je vous avoue que le 250, c'est plus pour les entreprises qui ont des lignes de production. Surtout là, en ce moment, vous l'entendez avec le besoin que la France retrouve une indépendance productive, ils y vont à fond. Par contre, pour les startups du numérique, ils accordent aussi. Les tickets moyens sont plutôt entre 100 et 200 000 euros. Et il faut avoir, comme je vous le disais, au moins 5 salariés, mais ça vient financer la même chose que TPE, en plus 3 recrutements structurants. Donc, c'est vraiment Bon, moi, je les instruisais avant, donc je les aime bien, mais je les connais et je les trouve très intéressantes parce que assez uniques en France. Mais voilà, ça, il faut y penser aussi. Et ensuite, je vous ai mis quelques aides à l'international, notamment l'assurance prospection qui vient de la BPI, qui permet de couvrir le risque de prospection dans un nouveau pays en dehors de la France. Ce qui est bien, c'est qu'ils vous accordent une assurance prospection pour plusieurs zones d'export. Par exemple, nous, on est là aussi pour accompagner les clients dans cette stratégie parce que on peut aller demander une première aide, par exemple, si l'entreprise ouvre d'abord le Benelux. L'année d'après, elle va ouvrir l'Espagne et le Portugal. Ben, on va lui chercher plutôt une nouvelle assurance prospection, etc., etc. Donc ça, c'est hyper intéressant. La GPI et instruments SME, je passe parce que c'est pour des grosses structures très organisées. C'est beaucoup plus complexe à avoir. Mais sachez que voilà, vous avez encore une fois plein d'aides qui s'ouvrent au fur et à mesure du développement de votre entreprise. Après, on est d'accord Et que là, donc, si. je parle depuis tout à l'heure. Oui, Oui, Pauline, je me permets de te couper la parole. On est d'accord oui, bien que sûr. on n'a pas besoin de savoir, de connaître toutes ces aides par cœur. Non. Il suffit simplement de nous faire, nous, de nous signaler qu'ils ont envie de. Enfin, de toute façon, nous, on le sait, puisqu'on les accompagne au quotidien, mais de te Oui, contacter, de voir, de s'aligner à trois et de discuter sur potentiellement quelles aides il peut avoir. Et nous, et tu vas les flécher, et tu vas les emmener à les accompagner, à les obtenir. On est d'accord. exactement. Là, Oui, là, je voulais vous présenter, et Oui, c'est pour ça que je l'objectif, le c'est fais vraiment une rapidement. présentation. Oui, oui, c'est ça. Voilà, ce qui est possible, mais évidemment, il ne faut pas vous embêter avec ça. Nous, on fait des entretiens, comme je le disais en introduction, de préqualification. C'est aussi Exactement. détecter la bonne aide au bon moment par rapport à vos besoins, par rapport à vos fonds propres, aux stratégies de développement, aux de minimis. Donc, nous, on est là vraiment pour vous faire cette stratégie de candidature. Et notre but aussi, quand je disais qu'on était là pour faire gagner du temps, c'est bien sûr dans la rédaction des dossiers qui sont assez chronophages, mais c'est surtout aussi dans la détection du bon guichet au bon moment. Parce que là, en plus, je vous fais un résumé, mais c'est vrai qu'il y a vraiment plein d'aides. Donc, nous, on est là vraiment pour Oui, vous dire, voilà ce que vous pouvez faire. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse? Et si c'est oui, ben, on y va. Voilà. nickel. Merci. Et du coup, je vous ai mis là, parce que j'en parle depuis tout à l'heure, des dépenses éligibles. Là, pareil, hein, le but, c'est pas de vous
ennuyez trop avec ça, nous, on est là pour vous dire spécifiquement, une fois que vous nous aurez décrit votre projet, ce que vous pouvez présenter. Mais juste pour que vous ayez quand même une idée, sur les aides à l'innovation, vous avez le droit de présenter des frais de personnel affectés au projet pendant la durée du projet. Donc, ça doit être du personnel tech qui vous aide à développer l'innovation. Ça peut être vous-même aussi, hein, si vous êtes CTO de l'entreprise, par exemple, ou CEO en chef de projet sur le développement. Ça peut être aussi tout ce qui est études externes, donc si vous avez besoin de faire des missions de conseil, des missions d'accompagnement juridique, des aides techno, hein. Des fois, il y a des cabinets d'innovation qui sont mobilisés, on peut les rentrer. C'est aussi des freelances, ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez bien sûr faire appel à des freelances tech ou en design, par exemple, pour développer le projet. Vous avez aussi tout ce qui est frais de réalisation de prototypes, maquettes, pré-séries. Donc, si vous devez soit acheter voilà, du matériel ou faire construire un premier proto par quelqu'un, c'est possible. Vous avez aussi toutes les recherches sous-traitées par des laboratoires, des entreprises. Vous avez aussi les dépenses de brevets, certification, homologation. Et puis, vous avez le design des produits ou services, hein, qui est d'ailleurs très apprécié par la BPI, la région. Ils ont mis des orientations pour soutenir plus les entreprises dans leur recherche de design. Donc ça, on le met assez souvent aussi pour inciter aussi au financement. Et après, pour les aides à la croissance et l'international, je vous ai mis très, très rapidement, mais tous les investissements matériels et immatériels, mais qui sont hors tech. Donc, par exemple, si vous avez besoin de faire une ligne de production, si vous avez besoin d'un ERP, d'un CRM, ça peut passer. Tout ce qui est quand même brevet, ils le prennent aussi. Ensuite, tout le conseil que vous pouvez aller chercher, c'est possible. Et ensuite, les dépenses à l'international, que ce soit des salons, des VIE, du conseil. Vous avez le recrutement aussi pour PME, je vous le disais, et tout ce qui est transformation numérique, écologique, la RSE. Les aides à la région aiment bien, enfin la région, pardon, surtout, aime bien quand même aussi que vous ayez un petit côté voilà, éco, RSE, que ce soit inscrit dans votre stratégie de développement. Donc, nous, on est là aussi pour faire des roadmaps de dépenses qui soient aussi qui collent à votre projet et qui plaisent aussi aux financeurs dans leurs orientations stratégiques de financement. Si je peux me permettre juste Voilà. juste Oui. je te coupe la parole, pardon. Je me permets, parce que si tu peux revenir sur la slide d'avant, donc moi, Oui. ce que je reformule pour moi, c'est que finalement, demain, ils rentrent dans l'incubateur, on les accompagne, on va chercher les fonds pour obtenir les fonds propres pour aller chercher des aides et des subventions. Et tout ce qui est accompagnement va être pris en charge par les subventions. Tout ce qui va être développement potentiellement, tu parlais d'investissement matériel et immatériel, ça peut être pris en charge par les subventions. Oui. L'idée, c'est véritablement que, en fait, à partir du moment où ils rentrent dans l'écosystème YCube, on va pouvoir, nous, même s'il y a un investissement au démarrage, et c'est toujours le cas, hein, il faut toujours investir une action, derrière, ils vont pouvoir retrouver leur bille, voire gagner plus, puisqu'ils vont pouvoir s'offrir tous, chacun, ce qu'ils recherchent pour pouvoir développer leur projet, leurs produits, etc., etc. Ouais, exactement. Là, c'est d'accord, Tout d'accord. à fait. Ouais, c'est exactement ça. Hop. Et du coup, pour finir, je voulais juste vous rappeler les critères de sélection parce qu'on a vu les prérequis, on a vu ce qu'il fallait respecter, les dépenses à présenter. Après, je voulais juste attirer votre attention sur le fait que on ne mobilise pas un financeur public comme on le fait d'un investisseur privé. Les logiques de ROI ne sont pas les mêmes. Et du coup, leurs critères en général, après, là aussi, il y a un détail à observer, mais pour que vous ayez une idée générale, c'est bien sûr sur les aides à l'innovation, surtout le caractère innovant de votre projet. Il y a aussi l'impact économique de votre projet, la capacité que vous avez à porter le projet. Dans cette capacité, ils vont mettre à la fois est-ce que vous avez les moyens, donc c'est surtout cette logique du 1 pour 1. Ils vont quand même aussi observer votre trésorerie. Et puis, c'est aussi votre capacité, vous, en tant qu'équipe, à porter le projet. D'ailleurs, dans les instructions, vous avez souvent un rendez-vous. Alors, en ce moment, c'est par téléphone, mais vous avez des rendez-vous avec les chargés d'affaires qui vont un petit peu vous challenger. Nous aussi, on est là, et Mohamed et Marie aussi d'ailleurs, pour vous préparer et vous briefer en amont de ces rendez-vous. Mais voilà, en tout cas, ils vont aussi juger l'équipe. Et puis, vous avez l'incitativité de l'aide. Et ça, je voulais insister parce que c'est bien sûr quelque chose que vous n'avez pas quand vous faites une levée de fonds privée. Mais il y a tout un équilibre quand on fait un dossier à trouver entre le fait de montrer que vous êtes une entreprise sur laquelle miser, une entreprise qui va tenir et voilà, qui ne va pas péricliter pendant le programme, et donc que vous avez les moyens, mais aussi que vous avez besoin. Parce que sinon, on ne va pas mettre de l'argent public dans une entreprise qui voilà, n'a pas du tout
besoin d'aide. Et du coup, cet équilibre-là s'appelle l'incitativité. Et ça, c'est quelque chose qui est unique en financement public et qu'il faut observer. Je le mets d'ailleurs au-dessous. Les logiques de ROI, elles sont très différentes parce que, bien sûr, ils vont veiller à ce que vous remboursiez le prêt public si vous avez fait un prêt ou à bien utiliser la subvention si vous avez eu, par exemple, une bourse French Tech. Mais le 1 pour 1, il est là pour vérifier tout ça. Après, en notre intérêt, ce qu'ils vont regarder en plus, c'est est-ce que vous êtes en capacité, même dans le futur, mais de créer des emplois sur le territoire. C'est pour ça que les aides publiques existent finalement, c'est de pouvoir créer voilà, de l'emploi, direct ou indirect d'ailleurs. Ensuite, c'est le rayonnement que vous allez pouvoir porter, que ce soit un rayonnement régional, national, voire international. Et ensuite, c'est votre participation à l'écosystème. Donc, nous, on est là aussi pour montrer dans les dossiers, est-ce que vous avez fait des partenariats académiques, avoir un partenariat avec un incubateur, on le met à chaque fois, c'est hyper bien vu. Est-ce que vous êtes avec des laboratoires, des SAT, des pôles de compétitivité? Ah ben voilà, je l'avais mis, ou des incubateurs. Voilà. Et ça, du coup, c'est aussi un critère de sélection. Voilà. Et j'ai terminé, me semble. Oui, j'espère que je n'étais pas trop long. Génial, c'était parfait. C'était parfait. Je te remercie pour ton intervention. Merci à toi. Je te redonne la main, du coup. Ouais, je te propose de départager l'écran. Je vais inviter tous nos participants à rallumer leur caméra. C'est toujours un moment, enfin moi depuis qu'on est en remote et enfermé, confiné, j'aime bien voir les visages de tout le monde. Salut Pauline. Bonjour. Alors il y en a que certains que je connais pas. Alors j'ai Agathe, Massilia, Chloé, c'est ok, tout ça, ça va. Charlotte, on t'a vu tout à l'heure rapidement. Bonjour Abléphane, Maud, salut, bienvenue Maud. Je t'ai pas vu rentrer, mais t'es la bienvenue. Bon, je suis très content de vous voir, je vous remercie. C'est majoritairement des filles, c'est incroyable. Mais Guillaume, t'es pas avec nous? J'avais vu Mathieu tout à l'heure. C'est génial. Alors, je voudrais déjà te remercier au nom de la team lead de ton intervention qui était très qualitative. Si je pouvais synthétiser ce que tu disais, en fait, effectivement, aujourd'hui, un entrepreneur qui est tout seul dans l'univers de la Startup Nation et des millefeuilles de réglementation, qu'elles soient administratives ou financières, ça peut être compliqué. Il existe des sites, tu le disais tout à l'heure, comme lesaides.fr qui tentent de faciliter la vie aux entrepreneurs. Aujourd'hui, nous, ce qu'on a voulu, et c'est pour ça qu'on s'appelle écosystème vivant, c'était justement créer et intégrer dans le fonctionnement de l'incubateur des liens avec des partenaires qui vont nous accompagner, pas nous, mais qui vont accompagner nos incubés pour pouvoir... Allez, salut Guillaume, merci de faire partie de l'équipe, qui vont pouvoir accompagner nos incubés à développer durant l'incubation, mais aussi après l'excubation, parce que ce que tu disais très bien, c'est en phase de développement à l'international, on peut aller chercher des aides avec les mêmes financeurs qui nous ont financés depuis le début. Donc, je voulais te remercier pour cette clarification et cette intervention très qualitative. Je vais donner la parole peut-être Merci à vous. à tout le monde s'ils ont des questions, et puis on clôturera avec une petite conclusion d'ici une dizaine de minutes. On vous promet qu'on ne va pas être long, sauf si vous avez beaucoup de questions. On restera jusqu'à 11 h. Moi, j'avais prévu jusqu'à 11 h, mais voilà. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à prendre la parole. Ok, j'ai fait un bide. Super, merci. Je commence à avoir l'habitude. Ça va être juste la 300 millième masterclass qu'on se fait, c'est pas grave. Alors moi, j'ai une question. Ah, merci Charlotte. Bonjour. Mais ça n'a peut-être rien à voir avec le sujet. En fait, par exemple, pour la bourse French Tech ou par exemple pour tout ce qui est initiative Grand Annecy, ils nous demandent avant tout d'avoir fait notre business plan. Mais comment faire un business plan quand on est une start-up, donc on n'a aucun chiffre, notamment de concurrence, qui nous permet d'établir ce business plan en fait. Moi, c'est mon principal problème aujourd'hui, c'est que je sais ce que je dois faire, je sais que je dois faire un business plan, mais du coup, je manque de ça, quoi. Ça n'a peut-être rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui. Mais voilà. Si, tout à fait. Tu as raison, Charlotte. En fait, c'est vrai qu'il demande à chaque fois un BP dédié. En plus, il est un peu particulier par rapport à un BP que tu vas présenter en levée de fonds privés, parce que comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas les mêmes critères de sélection. Nous, on les prend en charge. Les BP, on les rédige de A à Z pour nos clients. En fait, ce qu'il faut que tu retiennes quand même pour te rassurer, c'est que comme tu n'as pas d'antériorité d'exercice, ton BP, ce sera que du prévisionnel. Donc, il sera composé quand même de ta structure financière à présenter. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les fonds propres, les concourants d'associés, etc. Donc, il faut expliquer ça. Une fois que ça s'est dit, finalement, tu n'as pas grand-chose d'autre à dire sur la réalité puisque le service ou le produit n'est pas encore lancé. Par contre, tu vas devoir présenter un prévisionnel d'activité.
Et ça, c'est avec un peu d'expérience, l'habitude des business models, l'habitude de ce qui se fait, même si voilà, c'est différent parce que vous proposez une solution innovante, mais on arrive quand même à raccrocher les wagons. Et sache quand même pour être, enfin, ne stresse pas là-dessus parce qu'un prévisionnel de l'activité n'est jamais un engagement. La BPI sait très bien, et la région aussi, et les réseaux aussi, que tu ne peux pas exactement savoir voilà, quel atterrissage tu vas présenter, surtout qu'ils demandent des BP à 3 voire 4 ans. Donc, c'est impossible de pouvoir deviner tout ça. C'est juste un outil de pilotage, on va dire, que toi, au moins, tu as un repère, notamment pour faire l'équilibre entre tes produits et tes charges d'exploitation, savoir quand est-ce que tu seras rentable, est-ce que c'est dans 3, 4, 5 ans. Voilà, mais du coup, c'est vraiment plus un exercice, on va dire, de pilotage qu'un vrai critère. Par contre, c'est vrai qu'il se rassure aussi dans le sens de savoir que les entrepreneurs savent faire des business plans parce que des fois aussi, tu peux voir des choses où il n'y a même pas de charge, il n'y a pas de produit, ils n'expliquent pas comment ils facturent et forcément, ça ne les rassure pas. Donc, il y a aussi ce petit côté qui est, comment dire, un peu insidieux de voir si vous êtes capable de le faire. Il y a un autre point aussi qui est, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ouais. Oui. Il y a un autre point qui est important aussi, c'est que les investisseurs ou les organismes type BPI aiment se raccrocher à des modèles aussi, à des modèles existants. Oui. Donc, même si votre produit, votre solution est innovant, en fait, elle se raccroche toujours à quelque chose. Même si c'est parfois pas évident, que ce n'est pas dans votre secteur, ce n'est pas dans votre domaine d'activité. Le fait de pouvoir présenter d'autres modèles qui ont réussi à des investisseurs, à des organismes, en fait, parfois, ça peut vraiment aider dans le BP et le fait d'avoir, voilà, encore une fois, des choses auxquelles se rapprocher, c'est hyper important. Précision aussi, sur le YCube, on vous accompagne à faire ce BP. On a des advisors qui sont tout à fait qualifiés, dont c'est le métier. Parce qu'encore une fois, c'est vrai que c'est un métier et que même si on attend d'un entrepreneur de savoir faire un BP clair, etc., pour le consolider, pour vérifier, forcément, c'est des années d'expérience. On accompagne aussi là-dessus. Ouais, merci. En fait, pour répondre à Charlotte, c'est tout l'intérêt effectivement aujourd'hui. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes aujourd'hui là présent sur une masterclass qui a été ouverte. On est en partenariat direct, je vais presque dire exclusif pour nous parce que c'est un vrai coup de cœur, Pauline. Hein. On partage les mêmes valeurs et moi, c'est extrêmement important de travailler avec des gens qui partagent la même valeur et la même vision que moi sur le développement, l'accompagnement de l'être humain avant et puis après de son projet et bien sûr de la réussite de son projet. Et l'idée, c'est, là, vous avez reçu effectivement une présentation 3i Financement avec YCube, mais ce que je voulais, c'est que vous ayez un maximum d'informations pour pouvoir comprendre de manière assez claire ce qu'on va nous vous raconter derrière quand on va commencer à vous dire « Ah mais non, on n'a pas assez de fonds propres. Ah bah non, là, il va falloir être un petit peu plus précis. Ah bah non, là, ça, le modèle économique, il ne va pas trop plaire à BPI. » etc. Ce qu'il faut retenir de cette histoire et de ce lien et de la synergie que vous allez rencontrer, c'est que et moi, c'est une intention particulièrement forte que j'ai. Il y en a certains d'entre vous qui me connaissent, d'autres qui viennent à peine de me rencontrer. Moi, mon idée, c'est pas… bien sûr que l'argent, il faut en gagner et il faut faire baisser les tarifs parce que ça nous permet de développer, de démarrer, etc. Mais ce qui est le plus important, c'est que vous allez rencontrer des humains qui fonctionnent ensemble et qui partagent la même vision, mission, ambition. Et c'est là où je trouve extrêmement pertinent de fonctionner sur l'écosystème qui est posé parce que vous n'allez pas avoir 37 000 référents, il ne va pas y avoir 48 000 personnes à contacter le jour où il y a un problème sur l'alias fiscal, le machin, le bidule, le truc et le muche. Là, vous allez avoir un référent qui va être l'advisor de YCube, voire un des team leaders que sont moi et Marie de YCube, et potentiellement le partenaire en direct qui est là pour le coup, Pauline, sur l'aspect de fonds non dilutifs. L'idée, ce n'est pas de faire un one-shot, l'idée, c'est de travailler sur du long terme. Vous l'avez vu. Je te remercie encore, Charlotte, pour ton feedback, parce que je sais que tu suis ces sujets avec attention. Là, l'idée, c'est de construire une histoire dans la durée, avec des partenaires qui vont vous financer dans la durée. Et de ne pas avoir toujours à aller chercher l'intuitu personnel aussi, avec des financeurs publics, parce que si le conseil régional, par exemple, ou peu importe l'institutionnel vous connaît, le jour où vous reposez un dossier, vous n'avez pas à refaire ce travail continu. On n'a pas à représenter 37 000 fois le dossier. Et ça nous permet, nous, d'aller plus vite et d'aller encore plus loin sur la levée de fonds. Donc ça, c'était quelque chose d'important qu'on devait vous dire. J'ai perdu Marie, je pense qu'elle a eu un bug technique. Est-ce que j'ai répondu à la question, Charlotte? Ça te va? Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah bah non, Marie, t'es arrivée au milieu de l'écran. Tu as dû disparaître. Non, je n'ai pas disparu, je crois. Ok, bon, ça a changé. Avez-vous d'autres questions?
Oui, moi j'en ai une. Oui, Bonjour. Agathe, bonjour. Peut-être que vous l'avez évoqué en fait pendant, parce que j'ai eu quelques coupures de Il n'y a pas de connexion à souci. cause du Wi-Fi. Heureusement que c'est enregistré. Je pourrais me Ah regarder oui, ça. c'est vrai. Parce qu'en fait, voilà, je ne sais pas si tout le monde enfin toutes les personnes qui sont ici sont basées à Paris ou Île-de-France. Moi, en tout cas, je suis basée à Bordeaux. Donc, il y a peut-être des spécificités par rapport à des subventions qui vont être différentes selon les régions. Est-ce que vous êtes justement capable d'accompagner les entreprises qui ne vont pas être en Île-de-France par rapport aux spécificités justement régionales? Alors, Oui. j'ai deux réponses. Ah, Ouais. pardon, je ne voulais pas te couper la parole, Pauline. Vas-y, je t'en Oui, prie. bah, je vais juste dire pour la partie, en tout cas, financement public et Oui. Troisi, après, je laisserai Mohamed sur l'incubateur. Mais oui, oui, tout à fait. Nous, on a une implantation, comme je le disais en début, on est en région parisienne, mais on a développé des bureaux en province. D'ailleurs, on a un référent à Bordeaux qui a passé 5 ans au conseil régional d'Aquitaine, donc il connaît très, très bien les aides. Il s'appelle William. Donc, le but, c'est que pour ceux qui ne sont pas en région parisienne, ni en région sud-est, dont moi je m'occupe en plus de la région parisienne, je vous orienterai vers les bons partenaires de Troisi. Parce qu'en effet, il y a des aides spécifiques pour chaque région. Alors, la BPI, c'est les mêmes parce que c'est un dispositif national qui se décline en région. Par contre, sur les conseils régionaux, ils sont chacun libres de faire ce qu'ils veulent sur les financements. Donc, c'est vrai que, par exemple, PMUP et TPUP que j'ai présenté, ce ne sera pas accessible en Aquitaine, mais vous avez d'autres choses. Et on est capable, évidemment, de vous accompagner sur tout parce qu'on a pris des partenaires qui sont passés par les régions. Voilà. Alors, nous, on est même capable de vous accompagner en Papouasie s'il le faut. C'est pas de problème. C'était la première réponse que j'avais à donner, c'était que je te remercie, Agathe, de le dire, mais en fait, nous, on n'est pas des Parisiens. Moi, je suis un enfant du monde d'abord. Et moi, enfant du monde, je ne peux pas m'arrêter à dire que je vais travailler qu'avec des gens de Paris. D'ailleurs, toute l'idée de YCube s'est construite autour de le conseil, l'accompagnement de qualité. Aujourd'hui, il est réservé à des microcosmes dans des territoires qui sont autour de grosses villes. Et puis, les autres, vous débrouillez. Et en fait, nous, notre approche, elle est complètement différente. C'est que tout l'écosystème, donc c'est pour ça que je disais que j'avais une deuxième réponse, c'est qu'en fait, tout notre écosystème, tout ce qu'on va vous présenter et tout ce qu'on va vous raconter dans vos masterclass pourront être utilisés au fin fond de la forêt canadienne ou au fin fond de l'Afrique australe, sans problème, parce que l'idée, c'est de pouvoir mobiliser des moyens, des ressources, des moyens que sont les compétences, des ressources que sont le temps de nos advisors et d'autres choses, et des financements, etc., pour vous accompagner là où vous êtes. Et je vais ajouter une petite chose qui n'était pas prévue aujourd'hui, mais on va aller même en région pour faire nos sessions de présentiel, quand on va pouvoir ne plus avoir à mettre de masque. Donc, Agathe, on va se voir bientôt, puisqu'après le 20 janvier, on va pouvoir venir chez vous à Bordeaux. Et tu n'es pas, Parfait. pas la seule du Sud, hein, je vais le préciser, puisque Charlotte a dit tout à l'heure qu'elle était sur Annecy. On a Pauline qui est sur... alors, elle est partie, elle va revenir. Guillaume qui est sur Toulouse, si je ne me trompe pas. Hein, c'est bien Toulouse, hein, Guillaume, hein. J'espère que tu te trompes pas. Je ne me trompe pas. On a Élise aussi qui est sur Bordeaux. Et de tête, je ne me souviens plus les autres. Mais alors, on a des Parisiens quand même. On a Massilia qui est de Paris. Salut Julien, au passage. On a Bléphane qui est au Havre. Et moi, je suis sur Aix-en-Provence. Pour abonder un petit peu dans le sens de ce que disait Mohamed, en fait, nous, on est à 90, voire 99% digitalisé sur l'accompagnement. Ça permet une grande flexibilité. Le but de tout ça, c'est quoi? C'est de décentraliser l'excellence parisienne et d'accompagner les talents en région qui en ont tout autant besoin. Parce qu'on sait qu'il y a des pépites et on sait que les gens ne veulent pas forcément, d'une part, quitter leur territoire d'implantation et là où ils se sentent bien finalement, et de deux, en fait, il y a énormément de bruit aussi en région parisienne, ce qui fait que c'est parfois plus difficile d'émerger aussi sur Paris. Donc les seuls créneaux de présentiel, ce sera les learning expéditions et certains workshops qu'on organisera tous les trimestres à la rentrée dès que le Covid le permettra, et le but ce sera de rencontrer des grands groupes aussi pour faire des mises en relation ou des startups qui ont réussi, des start-upers, des entrepreneurs à succès. Mon rêve, c'est qu'il n'y ait pas de limite territoriale. Parce que s'il n'y a pas de limite territoriale, on va profiter de cette chose qui est une des seules ressources rares auxquelles on a accès aujourd'hui, c'est la diversité. C'est la rareté, le bien le plus précieux qu'on ait pour notre civilisation. Et moi, ce que je veux, c'est qu'un maximum de gens se retrouvent, échangent, bien sûr utilisent les aides, parce qu'aujourd'hui, on parlait de financement, mais ce n'est pas le seul sujet. On aura d'autres sujets dans d'autres masterclass, et je vous assure qu'on va venir vous voir bientôt. On sera là avec grand plaisir. Donc, merci pour ta question, Agathe. Je ne sais pas si on a répondu, du coup. Si, c'est très clair. Super. Génial. Super. Une autre question? Pauline, je crois que tu avais une obligation à 45. Si tu veux nous quitter,
tu peux nous quitter. Sinon, tu peux rester avec nous. Hein. Non, ça va, j'avais jusqu'à 11h. Ok, bon, super. Pardon. C'est à moi que tu parles. Oui, c'était à toi. Bon. Oui, parce qu'on en a une autre de Pauline. Parce que du coup, elle est revenue avec ça. nous. Pauline, est-ce que tu peux me dire de quelle ville tu es? J'ai oublié le nom parce que c'est une ville trop géniale que personne ne connaît. Remets ton micro, s'il te plaît. On t'entend pas. Hop, on t'entend pas. Micro. Du coup, c'est entre Rennes et Laval. Du coup, entre Rennes et Mans, c'est Laval. La source. Après, c'est en campagne vraiment logique. Alors, ce qui est confirmé, c'est que vous avez toujours pas un bon débit internet chez vous. Est-ce que tu peux nous l'écrire dans le chat, s'il te plaît? Parce qu'on n'a pas du tout entendu. Je te remercie. Non, l'idée vraiment, c'est pour aller le plus loin possible, c'est que notre idée à nous, c'est de vraiment, et j'aime beaucoup comme tu le dis, Marie, c'est pour ça que je te préfère toujours te laisser le dire, c'est de se dire que la compétence, elle n'est pas limitée au corps de l'humain qui la maîtrise, mais elle peut être accessible de n'importe quel endroit. Et ça, c'est la puissance de YCube. Alors, tu as une question, Pauline? Ouais, je t'en prie, vas-y. Tu peux l'écrire comme ça, je y répondrai. Est-ce que Guillaume, d'autres personnes en attendant une question? Non, la présentation était très claire. Merci. Nickel. Merci beaucoup. Le référent sur Toulouse, si, tant que j'y suis. Est-ce qu'il y a un référent sur Toulouse? C'est William qui s'occupe de Bordeaux? Oui, c'est William aussi, tout à fait. Avec notre... Alors, j'attends la fin de la question. Massilia, c'était clair, ça va? C'était OK? Génial. Charlotte, je vais en profiter tant que tu es là. Est-ce que tu peux raconter comment je martyrise les pauvres startups que j'accompagne? On en profite. C'est un vrai martyr. Non, c'est super. C'est très bienveillant, professionnel et plein de bons conseils. Donc impeccable. Alors, pour la petite histoire, j'ai accompagné Charlotte. On a passé 1 mois et demi ensemble l'année dernière sur de la levée de fonds publique. On était sur de la levée de fonds publique. Merci beaucoup, Charlotte. Et j'ai eu 100%, je te rappelle. Eh, je sais. Ça, j'en doutais pas. Ça ne vient pas de moi, ça vient de ta qualité de travail, pas de moi. Alors, PPI. Oui, ouais. Alors, Chut, c'est enregistré. Alors, Pauline nous demande, avec notre modèle actuel, en étant en précommande, faire des levées des subventions n'est-il pas un frein? Pauline, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le fait d'être en précommande en crowdfunding, par exemple? Tu es sur du crowdfunding de tête, Pauline, c'est ça? Ou alors essaye de couper ta vidéo et de reprendre le son, parce que je pense que ça passe bien quand il n'y a pas la vidéo. Ah oui, c'est vrai. Vous m'entendez bien? Carrément. Oui. Beaucoup mieux. Super. Moi, ma question, c'est actuellement, moi, je me posais la question sur tout ce qui était prêt d'honneur. J'ai décidé de ne pas le faire tout de suite et de fonctionner qu'avec les fonds propres et ce que je génère. Et ma question, c'est justement, en fait, moi, c'est quand j'ai commencé, j'ai fait le prévis, etc. Mais quand on est sur des financements publics, ils ont besoin d'avoir soit du stock, soit de la dépense en marketing. Mais si on est plus sur de l'organique, en fait, j'ai peur au final d'aller devant et de ne pas forcément avoir de choses précises à financer à part de la stratégie digitale et au final et de la trésorerie pour être sécure. C'est ça ma question. Ok, si je comprends bien, c'est parce que tu n'as pas de dépenses trop tech, c'est ça, à faire financer pour les premières aides publiques à l'innovation? C'est ça. Déjà, sache que sur les prêts d'honneur, tu n'as pas à présenter de programme tech, c'est plutôt un prêt qui est accordé sur l'ensemble de ton projet. Donc là, ils vont plutôt, c'est un prêt où tu n'es pas obligé de mettre un programme en face, ça ressemble plus à un prêt bancaire. Tu vas pitcher ton idée de boîte, tu vas dire où tu en es dans ton développement, etc. Donc ça, il n'y aura aucun souci. Après, c'est vrai que pour l'innovation, nous, on arrive toujours à trouver quelque chose qui pourrait passer, mais bon, c'est vrai que s'il y a vraiment 0 personnel technique, ça sera compliqué. Donc moi, ce que je te conseillerais, c'est de commencer par les prêts d'honneur et puis ensuite, au fur et à mesure de tes succès, il faudra que tu passes sur les aides à la croissance qui, du coup, squeeze, on va dire, l'étape de l'innovation. Okay. Après peut-être qu'on peut réfléchir, parce que si on intègre l'accompagnement dans la demande de prêt, ça peut passer, je pense. Si on est sur de la strate globale, si on est sur de la réflexion à l'internationalisation, ce genre de sujet. J'en profite pas. C'est pas tout à fait la problématique de Pauline, enfin peut-être que si d'ailleurs, parce que je connais pas bien la problématique globale, mais est-ce que ça pourrait pas passer, du coup? Alors oui, c'est vrai que ça peut passer, mais sur les aides à la croissance, alors ça peut
par contre une des dépenses à ton programme technique, les frais de stratégie, Oui, etc. Mais c'est vrai que si tu présentes une aide à l'innovation, il faut quand même que tu aies des dépenses tech à faire financer. Ça, c'est quand même un prérequis obligatoire. Donc, la stratégie seule ne pourra pas être prise. Par d'accord. contre, si peut-être, je ne sais pas, même si tu as du produit, que tu as besoin de faire du design, etc., ça pourrait peut-être passer si on creuse un petit peu voilà, et qu'on tire un peu la corde sur l'innovation. Mais je pense que dans ton cas, il faudrait d'abord que tu fasses le prêt d'honneur. Après, oui, il y a quelque chose que je n'ai pas forcément dit, mais qui tu m'y fais penser. Tout ce que vous financez sur fonds propres ne sera jamais pris en charge de manière rétroactive. Donc, moi, je conseille toujours à mes clients de bien anticiper les demandes parce que c'est à partir de la date de candidature et de dépôt du dossier que vous allez pouvoir présenter le programme et que les dépenses à partir de cette date seront prises en charge. Même si eux, ils mettent 3 à 4 mois à instruire, au moins tout ce qui est fait entre la demande et la notif pourra être pris en compte. Par contre, tout ce que vous ferez tout seul avant ne vous sera jamais remboursé. Donc, du coup, moi, je parle beaucoup à des entrepreneurs voilà, qui ont voulu tout faire sur fonds propres, qui ont du coup le produit terminé. Et ce n'est pas ton cas, la Pauline, parce que c'est surtout sur l'innovation, mais ils se retrouvent du coup à avoir demandé aucune aide innovante et du coup de ne pas pouvoir y avoir accès parce qu'ils ont mis sur le marché et maintenant, ça ne sera plus que des aides d'amélioration continue. Mais ces premières briques de développement, ils auront dû les assumer seuls. C'est très important que tu l'aies dit et qu'on l'ait en vidéo parce que pour le coup, moi, je passe mon temps à le dire aux gens et les gens ne l'entendent pas. Et ce que j'oublie de leur dire, c'est que ce ne sera pas remboursé, l'aide, le financement. Donc, du Ça, coup, maintenant, c'est c'est extrêmement vraiment ce important qu'il que tu faut le dises. retenir. Ouais. Ouais. Pas de rétroactivité des aides. Une question, Pauline. Si on filialise son activité par région, est-ce qu'on peut bénéficier d'aides spécifiques pour chaque filiale? Ou est-ce qu'ils Alors analysent non, ils feront toujours un consolidé, consolidé? sauf si tu fais une filiale où mais bon, ça ne sera pas vraiment une filiale, ce sera plus une structure indépendante où toi, tu es actionnaire à... En fait, la consolidation se fait à partir de 25% de détention. D'accord. Donc, si tu crées des filiales qui sont à plus de 25%, ce qui est normalement le cas d'une filiale, ils prendront toujours un périmètre consolidé. Et du coup, ça sera là où est ta maison mère que tu vas demander tes aides. Ah, c'est l'adresse du siège social qui... D'accord. Okay. Ou c'est là où est fait la R&D. En fait, c'est soit l'adresse du siège pour les aides à la croissance, à l'export. Pour les aides R&D, c'est là où est faite ta R&D. D'accord. Ok. Merci. Okay. Il est 58. Est-ce qu'il reste une dernière question courte? Oui. J'ai une dernière question courte, c'est sur la bourse French Tech. Il y a un truc là que je viens de me souvenir du coup que j'ai plus bien compris. C'est 1 pour 1, c'est-à-dire qu'il faut qu'on apporte 30 000 €, eux nous prêtent 30 000 €, mais après dans les dépenses qu'on fait, j'ai vu 70%. Et que en fait, c'est ça que j'ai pas du tout bien compris, c'est qu'en gros, si on a une dépense de 10 000 €, il faut quand même qu'on en apporte 3 000 € avec nos fonds propres. Oui, en fait, alors c'est pas par dépense, ça sera toujours sur l'ensemble du programme qu'ils vont calculer l'assiette. Moi, je résume toujours en 50% parce que vous avez vu après les aides, elles passent à 45 de taux d'intervention. C'est vrai que la BFT, le taux est entre 45% et 70%. Ils vont rarement à 70. C'est souvent pour les entreprises très, très techno ou ceux qui sont issus de laboratoires de recherche. En général, on est plutôt sur du 45-50% aussi pour la bourse French Tech. Donc, ça veut dire, pour généraliser et simplifier, que pour avoir 30 000 €, il faut en effet que tu présentes un programme à 60 000 et que toi, du coup, tu auras 30 000 à financer. Et c'est comme ça qu'ils vont vérifier via les fonds propres que tu es bien les 30 000 €, parce que c'est ce qui te restera à financer. Après, là, pareil, la granularité un petit peu plus fine. Quand je dis 1 pour 1 sur tes 30 000 de fonds propres, pour la BFT, ils commencent à regarder et à bien vouloir creuser l'instruction quand tu es à peu près à 22-25 000 € de fonds propres, même si tu vas demander 30 000 de subvention. D'accord. Ok. Merci. Ça, c'était un petit cadeau que je réservais à nos incubés qui vous a été offert ce matin par Pauline. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, on peut démarrer à 8 000 € avant quand même. Et quand on est entrepreneur et qu'on démarre, c'est pas négligeable. 8 000 € de moins. Merci beaucoup. On va finir sur cette note extrêmement positive. Je voudrais vous remercier. N'hésitez pas à nous noter. Il y a le sondage qui est ouvert. Je pense que tout le monde l'a fait, mais je le redis quand même au cas où. Et laissez-nous un petit commentaire en chat. Comme ça, on le notera et on le partagera avec Pauline. Ça va lui faire plaisir.
merci beaucoup d'avoir participé à cette masterclass. Nous souhaitons et nous espérons avoir été suffisamment clairs pour vous donner un petit peu d'éléments pour pouvoir avancer sur votre réflexion. Il faut savoir qu'on restera bien sûr disponible et on a une personne qui vient d'arriver au moment où je suis en train de clôturer. Donc, bienvenue et à très vite. On espère que si vous avez des questions, vous reviendrez vers nous. On est disponibles tous les trois sur LinkedIn et le mieux, c'est de passer directement par Marie et moi si jamais vous aviez envie d'économiser un petit peu d'argent pour être accompagné par 3i Financement. Et puis, on se retrouve très bientôt. On va lancer, alors, juste pour info, c'était un webinaire public. Il va y avoir des webinaires privés aux incubés qui sont déjà parmi nous aujourd'hui. Et il y a d'autres qui vont nous rejoindre. Ouais, ce ne sera pas Vas-y, Marie. exactement des webinaires, ce sera plus des workshops en fait, parce que vous serez dans ce cas-là en petits groupes et vous pourrez travailler de manière très opérationnelle sur vos problématiques et sur vos projets avec nos advisors. On parlait tout à l'heure des... De la levée de fonds. juste l'ordinateur. Il y a eu plusieurs sujets. Il y avait la levée de fonds, il y avait la levée, etc. Donc nous, l'idée, c'est d'avoir des webinaires, encore une fois, qui sont publics, ouverts à tous, donc aux gens qui sont dans YCube et hors YCube, et d'avoir des workshops en fait, mensuels sur des thématiques spécifiques, depuis la phase de création jusqu'à la phase de scale, sur lesquels vous travaillez en petit comité avec un advisor référent sur le sujet. Donc, merci à vous. Je vous souhaite une Merci. excellente journée. Merci encore, Pauline, pour ton intervention qui était au top, comme Merci toujours. à vous. Et à très vite. On vous dit à très vite, chers amis. À bientôt. Prenez soin de vous, Merci à tous. surtout. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.